Bonjour, bienvenue à toutes et à tous pour cette première émission des rendez-vous Bioagri et Biovino. Pour cette première, ce sera le rôle et la place de la femme dans les métiers de la terre, en compagnie d'Anne Chalande, présidente de l'Union suisse des paysannes et femmes rurales, et Noémie Graff, vigneronne, membre des artisanes du vin. Nous vous souhaitons un excellent moment en leur compagnie. Alors, Anne, présidente de l'Union suisse des femmes paysannes et rurales. Ça comprend les vigneronnes? Oui. Ah. Alors les vigneronnes, je ne sais pas si on a des vigneronnes qui sont membres, mais il est tout à fait possible que des vigneronnes deviennent membres de notre association. On accepte même aussi un homme qui voudrait devenir membre de notre association. Donc c'est des profils très variés. Oui. Des paysannes, Ouais. un tiers. On a au total 53 000 membres sur toute la Suisse, répartis en sections cantonales. Donc c'est une association fêtière. Et puis, donc 53 000 membres, un tiers sont des paysannes et deux tiers sont des femmes rurales. Ça veut dire des femmes qui ont un intérêt pour la campagne ou qui vivent à la campagne ou qui ont un intérêt pour nos activités, mais qui ne vivent pas forcément directement dans une exploitation. Et puis toi, alors, tu es vigneronne. Raconte-moi un peu. Ouais, alors là, moi je me sens un peu toute petite parce que je suis membre de l'association des artisanes du vin qui regroupe des vigneronnes de toute la Suisse, mais à l'heure actuelle nous sommes 22. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a que 22 vigneronnes en Suisse, mais c'est vrai que c'est à une autre échelle. Quand l'association a été fondée il y a un peu plus de 20 ans maintenant, elle prévoyait spécifiquement que ce soit des vigneronnes, propriétaires de leur entreprise et de leur terre, qui n'avaient, c'était strict, hein, il n'y avait ni mari ni père dans le métier. Donc ça faisait un profil très particulier. C'est vrai que les femmes ont toujours travaillé dans l'agriculture, la viticulture, notamment pour les travaux saisonniers. C'est toujours la question de la propriété qui est terre d'achoppement. Donc c'était resté comme ceci. Et puis avec les années, maintenant, on a des nouveaux profils, aussi de femmes qui ne sont pas forcément propriétaires de leur entreprise, même qui ont un conjoint, voire une conjointe qui travaille aussi dans ce secteur, qui sont salariés. Je pense que c'est le prochain défi dans mon métier. Les filles de vignerons ont conquis leur place assez aisément. Mes jeunes collègues n'ont pas eu le sentiment de subir la moindre discrimination. On voit aussi de plus en plus d'œnologues, donc vraiment la partie cave. Femmes engagées en termes de chef de culture, viticulture, vigneronne, c'est plus rare, mais heureusement ça commence. Dans l'agriculture, c'est un peu la même chose. On a beaucoup de femmes qui sont impliquées dans les exploitations. Elles font environ un tiers du travail, donc un tiers des personnes qui travaillent dans l'agriculture sont des femmes. Et puis on a ce schéma aussi qu'elles sont très peu propriétaires, très peu responsables de l'exploitation en tant que telle. Et puis il y en a une très grande partie qui sont pas rémunérées pour l'activité qu'elles font. Et puis actuellement on se rend compte que ça pose un peu des fois des difficultés au niveau des assurances, en cas de divorce, etc. Donc là, notre association, typiquement, on est très engagé pour améliorer les choses. Je ne sais pas comment c'est chez vous dans la viticulture. Ton association des artisanes du vin, est-ce que c'est des thèmes que vous abordez aussi ou... Comme c'est une association qui regroupe des propriétaires et des chefs d'entreprise, il y a un petit peu moins la question pour nos conjoints qui la plupart travaillent hors de l'exploitation, même si de nouveau, ils vont tous, comme une vraie paysanne, donner un coup de main, faire un travail absolument indispensable et qui, lui, ne sera peut-être pas rémunéré. Quoique un homme l'accepte quand même plus difficilement qu'une femme. Alors on le voit dans les statistiques de l'Office fédéral de l'agriculture, quand c'est une femme qui est propriétaire ou responsable de l'exploitation, la part de conjoints masculins qui sont rémunérés pour leur activité est plus grande que quand c'est le contraire, si c'est l'homme qui est responsable de l'exploitation. Là, dans l'agriculture, on a 6,2% des exploitations qui sont sous la responsabilité d'une femme. Et puis, il y a une très légère augmentation d'année en année, mais ça représente un peu plus de 3000 femmes par année. Ce qu'on constate,
c'est que les femmes qui reprennent les exploitations, elles ont tendance à être surreprésentées dans les catégories des petits domaines jusqu'à 10-20 hectares. Puis elles sont sous-représentées dans les domaines plus grands. Et puis souvent, elles ont des domaines agricoles qui sont dans des conditions un peu plus difficiles, avec des productions de niche ou beaucoup de diversification, etc. Alors c'est une évolution lente, mais on a plaisir à voir que ça évolue régulièrement. Au moins, on n'est pas confronté à ce côté « Ah bon, vous travaillez ?» On sait que dans nos métiers, les femmes travaillent. Oui. À la reproduction de la force de travail, que ce soit faire manger, faire les lits et faire des enfants, mais aussi directement à la production, parce que pendant des années, on avait le privilège du potager, du soin en petit bétail. Ça, c'est peut-être un sexisme dont notre secteur est protégé. Après, il en a d'autres, mais au moins, on considère comme évident qu'une femme travaille. Oui, mais en même temps, le travail qu'elle fait, on le constate dans l'agriculture, le travail qu'elle fait est souvent peu visible. Et le manque de visibilité fait qu'il est peu valorisé aussi. Et que ce soit dans la population, moi parfois on m'a dit « t'as de la chance, tu ne travailles pas ». Ce qui est une aberration. Quand on voit les journées que fait une paysanne sur une exploitation agricole, par exemple, entre la traite et toutes les autres tâches. Oui, cette visibilité, c'est quelque chose sur lequel on a beaucoup insisté, en tout cas dans notre association ces dernières années. Et puis on voit maintenant que ça porte ses fruits, puisqu'on commence à avoir des progrès au niveau des solutions qu'on peut mettre en place, ou des discussions en tout cas, et de l'ouverture par rapport à ces discussions-là, qui sont très importantes. Par contre, un truc qui était assez réservé aux hommes, finalement, c'était l'accès aux carnottés et boire des verres. Mais là, on a progressé, on peut même faire santé. On a plaisir. On a le droit. Qu'est-ce qu'on déguste alors aujourd'hui? Santé. Oh bien, entre ta patrie du Val-de-Rue et mon domaine sur la côte, on a forcément en commun l'amour du chasselas. Oui. C'est pour ça que je l'ai choisi. Il est filtré, en l'occurrence, celui-ci. C'est plus de saison, mais je me réjouis de reboire du non filtré au mois de janvier. Oui. Et puis nous, on voit au niveau de notre exploitation, on était en production laitière, on a passé en vache allaitante, donc l'idée c'est de produire de la viande pour pouvoir la vendre. Ouais. Et puis avec mon mari, on a fait le choix aussi de partir dans nos cultures, grandes cultures. Alors on a toujours les grandes cultures, mais on est parti sur certaines cultures, on va dire un peu spéciales ou de niche, pour pouvoir ensuite vendre directement. Alors je t'ai apporté deux choses qu'on produit sur l'exploitation, c'est du quinoa du Val-de-Rue, qu'on produit au Val-de-Rue maintenant depuis 3 ans. Est-ce que ça s'inscrit dans une réflexion autour du réchauffement climatique? C'est parce que voilà, le quinoa, c'est pas extrêmement classique quand même encore. Alors l'idée, c'était de s'inscrire dans le fait que maintenant de plus en plus de gens sont adeptes de ces produits-là. Et puis que non pas importer des produits et puis, on va dire quelque part, avoir un impact dans les pays d'origine. En prenant la nourriture dans les pays d'origine, on essaye de la produire ici. Et puis on a un joli succès, donc on le vend. Et puis je t'ai apporté aussi de l'huile de colza du Val-de-Rue, pressée à froid. Puis je te propose qu'on le déguste parce qu'on a l'habitude de goûter avec du pain l'huile d'olive, mais j'ai presque la prétention de dire qu'avec une huile de colza comme ça, on peut faire la même chose sans souci avec du bon pain suisse pour goûter. Voilà. Alors je la mets à côté de ta bouteille. Suisse et bio. Suisse et bio. Alors je te laisse déguster, tu me dis ce que tu en penses et puis pendant ce temps, moi je vais goûter ton vin. C'est vrai que beaucoup de gens voient ces champs de colza, je ne suis même pas sûre qu'ils savent qu'on en fait de l'huile. On a un rapport tellement déconnecté à la production. Il y a énormément de personnes qui idéalisent l'agriculture ou la viticulture probablement, nous disant vous avez le plus beau métier du monde, mais ils ne se rendent pas compte forcément toujours comment peuvent se passer certaines journées. C'est vrai qu'on a beaucoup de chance, on a un beau métier, mais il n'est pas toujours facile. Et puis beaucoup ne se rendent pas compte de ce que c'est. Ça nous arrive parfois que les gens se promènent en disant « oui, mais là c'est de l'herbe, vous ne faites rien avec votre herbe ». Non, c'est pas vrai. Mais voilà.
Alors, qu'est-ce que tu penses de l'huile? Moi, je trouve que ça a beaucoup de finesse et au-delà de l'aspect peut-être un peu floral du colza, on trouve presque la rondeur, la tendresse du côté cœur d'artichaut. Donc ça me donne tout de suite envie, envie de la dévorer. De manger. Et ton vin, alors, j'ai vu qu'il s'appelle le Satyre. Pourquoi? Oh, ben voilà. Ben, finalement, mon charmant grand-père, si amoureux de sa femme, avait d'autres intérêts visiblement dans la vie. Et les hommes de la famille, c'est des décisions qu'ils ont prises entre hommes en 1940, ont toujours dit que mon grand-père avait voulu trouver un nom qui lui corresponde. Alors, ce qui m'a rassurée, avec l'âge, j'ai fini par comprendre que le satyre est un personnage mythologique grec bien connu, mais au-delà de sa passion légendaire pour les femmes, que d'ailleurs il n'arrivait que très rarement à assouvir, le pauvre, c'était surtout l'incarnation du mauvais citoyen. Et quand mon grand-père s'est installé dans cette région magnifique de Chasse-là, lui, il avait cette passion bourguignonne du pinot noir, donc il a voulu planter du pinot noir, et ça a été un petit peu mal vu, parce que ça ne se faisait pas. Et voilà, des fois, notre secteur est quand même un petit peu conservateur, voire traditionnaliste. On le voit, tous ceux d'entre nous qui ont fait le passage quand même en bio. Je dirais que c'est pas critiqué. En tout cas, c'est pas c'est pas la mentalité vaudoise de rentrer dans le cadre du voisin pour dire qu'est-ce que tu fais, mais c'est observer. Oui. Avec attention, oui. Pour voir si les résultats sont bons. Et chaque changement, que ce soit bio, biodynamie ou dans mon secteur, les vins nature, sont scrupuleusement observés parce que c'est vrai que ce type de production, c'est un changement de paradigme assez important parce qu'on a toujours cette idée que le couple agricole était là pour déjà sa propre survie, hein. Il faut produire pour manger, puis la survie de l'exploitation. Donc tout changement dans une pratique agricole qui fonctionne peut entraîner l'échec de cette survie. Comme on a cette idée aussi que bio, c'est plus de boulot, moins de rendement, peut-être des pertes, donc moins d'argent, c'est vraiment presque c'est un choc culturel assez important. Moi, j'aime me dire qu'au contraire, on est toujours dans cette idée d'une survie familiale, communautaire, et même d'une survie à plus large échelle, puisque tout à coup, on inclut aussi la faune, la flore et l'ensemble de l'espèce humaine. Oui, le reste de la population qu'on nourrit par notre contribution, tout à fait. Alors tu disais, c'est vrai, on est observé, mais c'est aussi une chance de pouvoir montrer qu'on peut adopter d'autres processus agronomiques ou de culture et que ça peut fonctionner. Ça, c'est une chose. Et puis, c'est la même chose que vivent les femmes, par exemple, qui reprennent les exploitations. Je pense que dans votre cas, dans la viticulture, c'est aussi la même chose. Quand une femme reprend une exploitation, des fois, elle est peut-être un peu observée aussi, mais très rapidement, quand l'entourage constate que ça se passe bien, parce que en général, ça se passe bien, c'est aussi ça montre que c'est possible. Et ça permet d'encourager peut-être d'autres. Je pense que cette valeur de l'exemple, on peut l'appliquer aussi bien pour motiver certains agriculteurs ou viticulteurs à passer en bio. Et puis on peut l'utiliser la même chose, un peu comme un mentorat, pour encourager les femmes et les renforcer pour qu'elles s'imposent, qu'elles se fassent entendre, ou par exemple qu'elles reprennent un domaine agricole ou un domaine viticole. Et puis dans notre association, c'est quelque chose qu'on cherche à développer aussi, en créant, par exemple, on a mis sur pied, avec Agridea, on a pu mettre sur pied des cours engagés en toute confiance pour faire comprendre aux femmes qu'elles possèdent plein de ressources et de compétences qu'elles savent peut-être parfois même pas, qu'elles ne connaissent pas ou qu'elles n'ont pas reconnues chez elles, et puis que ça les encourage aussi à s'engager et à se faire entendre. Et ça, c'est très important, je trouve. Je ne sais pas. Comment ça se passe chez les vignerons? C'est aussi comme ça que c'est mise en place l'association des artisanes du vin, parce que la parole est une vie propre, la parole est un individu, la parole se libère quand on discute entre femmes, et c'était de pouvoir aussi plus facilement poser des questions. C'est vrai que si tout à coup j'ai un dégât de machine, c'est plus simple d'appeler le voisin pour dire tu me prêtes la tienne, ça il n'y a aucun souci. Mais quand on a envie peut-être de parler un peu plus de nos inquiétudes, de nos soucis, de nos doutes, on aime mieux le faire entre collègues. Et de toute façon, voilà, notre passion de vigneronne fait que j'appelle mes copines
Neuchâtel pour parler Pinot Noir, ou celle de Genève pour parler de terroir, parce que je suis plutôt dans cette région-là. Donc j'appelle les copines sur Chafouz, parce qu'elles sont en viticulture bio. Donc on a cette... Ah non, c'est pas cette internationale, c'est bien qu'on fasse aussi des visites chez nos collègues à l'étranger. Nous, on a ce réseau de soutien. Un petit peu réparti dans la Suisse. Oui, j'ai envie de dire, avec des affinités un petit peu particulières, un petit peu spéciales. Même si on a tous les profils chez les vigneronnes, la plupart d'entre nous ont fait quelque chose avant. Voire, on fait des études dans un tout autre secteur. Donc c'est vrai que des fois, on s'est aussi un petit peu éloigné du village et qu'on y revient plus tard, donc qu'on n'est pas particulièrement connu. Donc il y a à la fois ce côté, une femme dans le métier, une femme qui était sortie un petit peu de la communauté, qui a eu à un moment peut-être d'autres intérêts, parce que toi, tu viens de quelle voie? Alors moi, j'ai fait des études de droit avec un brevet d'avocat, et puis toi? Alors moi, à la base, je suis historienne de l'Antiquité. D'accord. Mais voilà, c'était une courte période de ma vie, et j'avais toujours eu l'intention d'être vigneronne. Et je me suis effectivement retrouvée vigneronne, mais j'ai des amis qui ont commencé leur carrière au CICR, par exemple. Enfin, il y a vraiment des profils très variés. Il y a de tout. On a la même chose au niveau des paysannes, puisque très souvent, les paysannes, elles ont eu une vie avant de devenir paysannes, à part celles qui font vraiment le cursus, par exemple, apprentissage agricole, etc. Mais très souvent, on devient paysanne, ou on devenait paysanne par mariage, et puis on avait une vie avant avec un métier précédent. Alors, ça a un avantage, c'est que la femme, elle est déjà un peu assise dans sa vie, donc elle peut éventuellement continuer de pratiquer son métier. Et puis, quand elle s'engage dans l'exploitation, elle a parfois aussi un autre coup d'œil, un autre vécu ou une autre manière de voir les choses. Et puis, je pense que ça peut être une richesse. Mais aussi, dans les milieux paysans, tu sens cette relation particulière entre paysannes pour pas forcément un groupe d'écoute formel, mais quand même un petit confort particulier quand on a l'occasion de s'adresser à une femme. Au niveau des associations de paysannes et de notre association en particulier, on cherche aussi à créer un lieu ou des références où les personnes qui ont des difficultés ou qui se posent des questions peuvent s'adresser pour téléphoner. Et puis typiquement dans notre association à l'USPF, sur notre site internet, mais aussi au secrétariat général, il y a possibilité de se renseigner, de téléphoner, de poser des questions. Et puis dans les associations, ce qu'il y a de bien, c'est que comme on est présente sur le plan suisse, sur le plan cantonal et dans les régions, ça fait tout un réseau de dames vers lesquelles on peut aller, ne serait-ce que discuter un matin, boire un café ou comme ça. Ça c'est aussi très important de pouvoir échanger. Je pense que ça, tu le vis aussi dans ton association, pouvoir échanger avec des pairs. Pour partager, se rendre compte qu'il y a des difficultés partout, échanger les expériences, ça c'est important aussi. Puis il y a certains groupes, par exemple, j'ai des collègues en Suisse allemande, elles ont organisé un mood café, c'est un café où les femmes se retrouvent pour se serrer les coudes, se donner du courage, et ça c'est aussi très positif. J'ai une anecdote à propos de qu'est-ce qu'une paysanne, qu'est-ce qu'elle fait, est-ce qu'elle est visible, est-ce que c'est un métier, pas un métier, ou comme ça. Chaque année, les écoles organisent auparavant, c'était la journée des filles, et puis maintenant, c'est la journée des métiers, je crois que ça s'appelle, parce que c'est ouvert autant aux garçons qui découvrent le métier de leur maman qu'aux filles qui découvrent le métier de leur papa. Et puis, un de nos fils a voulu expliquer à sa maîtresse, s'est inscrit pour participer à cette journée, pour me suivre dans mon activité du quotidien comme paysanne. Et puis la maîtresse a refusé en disant « mais paysanne, c'est pas un métier, ce que fait ta maman, c'est pas un métier ». Donc il n'a pas eu le droit de suivre, de faire cette journée à la maison, c'est clair, mais avec moi dans mes activités du quotidien, parce que c'est pas un travail. Non, mais c'est aussi une anecdote, toi. À partir du moment où on a un métier passionnant et pas salarié, c'est un hobby. Oui. Ça c'est clair. Oui. Tant que l'égalité salariale ne sera pas atteinte dans notre société, eh ben je ne porterai pas les sacs de 50 kilos. C'est tout. C'est une belle conclusion, effectivement. Moi, je suis enchantée d'avoir fait ta connaissance. Ouais, c'est super bien tombé. Ouais, top. C'est très chouette. Et puis, je me réjouis qu'on puisse avoir encore ultérieurement des contacts. Et puis, j'espère qu'on pourra approfondir aussi les contacts entre paysannes,
vigneronnes. Nous, on cherche aussi dans notre association à intéresser les agricultrices qui font la formation purement agricole, on va dire. Et puis je trouve que c'est important en tant que femme qu'on se réunisse aussi pour partager nos préoccupations et puis réunir nos forces. Oui, je crois qu'il devient urgent de remplacer le mood café par le mood apéro, si j'ose. Oui. Alors, santé à notre future à toutes. Santé.